Bonjour à tous, merci de nous retrouver donc sur cette session nouveautés produits de la Digital Week. Bonjour Bruno. Salut Philippe. On va évoquer donc ici les petites nouveautés sur 3 marques principalement, hein, Audac, QSC et Allen, puisque c'est les marques qui nous permettent effectivement de bénéficier de petites nouveautés. On va tout de suite attaquer effectivement par Audac. Alors Audac, c'est un petit peu, c'est pas réellement des nouveautés, on va dire, c'est plutôt des renouvellements dans les différentes gammes. À commencer par la gamme Vexo. Donc ça, c'est des enceintes forte puissance de chez Audac. C'est des 8 pouces avec un tweeter 1 pouce. Renouvellement, donc, aussi bien au niveau de l'aspect qu'au niveau, effectivement, de la possibilité d'utiliser cette enceinte de différentes manières, puisqu'on va avoir un guide d'onde qui va nous permettre d'avoir une orientation verticale ou horizontale. Portrait ou paysage. Portrait ou paysage, exactement, avec une rotule 3 directions qui va nous permettre justement de la fixer, de l'ajuster au mieux en fonction de nos besoins. Donc c'est voilà, une enceinte assez pratique pour des salles où on a besoin d'envoyer un petit peu plus qu'à la normale, un petit peu de volume. On va retrouver aussi alors c'est un renouvellement et un changement de nom, puisque cette gamme-là s'appelait auparavant Helix. C'est une gamme de haut-parleurs actifs qui se base donc sur un haut-parleur alimenté avec un ampli de puissance de 2 x 40 watts qui va alimenter l'autre haut-parleur en passif directement branché. Une enceinte une enceinte active et une enceinte passive qui se connectent dessus, effectivement. Qui amplifie les deux. Qui amplifie les deux, okay. Ouais, tout à fait. C'est des 2 voies, hein, donc du 5 pouces 1 quart, tweeter 0,5. Ce qui est particulièrement intéressant sur cette enceinte-là, c'est effectivement le petit panneau de déporté, un petit panneau mural de déporté en RJ45 qui va permettre de connecter du XLR ou du RCA. Intéressant. Et de pouvoir récupérer donc au plus près de l'utilisateur les sources. Pouvoir brancher. Alors je pense particulièrement aux salles de classe par exemple, dans lesquelles déjà il faut quelque chose de simple, hein, parce que les professeurs ont autre chose à faire que de se prendre la tête avec la technique. Et puis de pouvoir brancher les sources directement sur le petit wall panel, de pouvoir faire un prémix. Et c'est ce prémix en fin de compte qui va être diffusé par les petits haut-parleurs. Donc c'est pratique, facile à mettre en œuvre, puisque là c'est juste un câble RJ. Et puis le support permet aussi de la fixer de différentes manières, donc c'est voilà, quelque chose d'assez utile. Une petite solution assez autonome et à la fois de connexion et de contrôle. Et de contrôle, exactement. Chez Audac, on avait auparavant donc, la barre de son IMEO 1. Elle est renouvelée avec un modèle IMEO 2, donc en toute logique. Avec ici une petite caractéristique, c'est qu'on va avoir une meilleure gestion des graves, puisqu'on rajoute, en fait, on passe de 2 à 3 voix, et on rajoute donc 2 haut-parleurs de 2 pouces et demi pour gérer les fréquences graves. Alors, effectivement, ça permet d'avoir, parce que c'est souvent le cas, plus de confort, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait sur ce genre de produit, c'est de manquer un petit peu de coffre. Là, effectivement, on a constaté que ça amenait un réel plus, d'autant plus qu'on a un petit DSP intégré, donc on va pouvoir aussi générer des courbes de fréquence, enfin d'EQ, en particulier, pour les adapter au contenu qu'on va vouloir diffuser. Alors, il y a déjà 4 presets, hein, donc pour la voix, la musique, les shows télé, les choses comme ça, les cinémas aussi. Et on peut créer son propre profil personnalisé, le charger dans la barre de son et pouvoir donc l'utiliser. En termes d'entrée, c'est assez complet. On a du jack 3,5, on a du HDMI avec la fonction ERC, on a un SPDIF, on a un lecteur USB aussi intégré qui va pouvoir lire du MP3, FLAC et WAV, et on a donc du Bluetooth. Et en plus, le Bluetooth est personnalisable. Donc, si on a plusieurs barres de son dans plusieurs salles côte à côte, je pense par exemple à des chambres d'hôtel ou à des choses comme ça, on va pouvoir personnaliser chaque identifiant Bluetooth, ce qui fait que l'utilisateur avec son téléphone ne risque pas de se connecter sur celui de la pièce d'à côté. Intéressant. Alors, ça peut éviter des quiproquos. Mais voilà, ça permet effectivement de faire ça. Et le support de montage est inclus pour pouvoir la fixer en dessous de l'écran, au-dessus de l'écran, en fonction du besoin. Donc sur Audac, c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'instant. Très bien. On va passer à QSC. Alors QSC a été assez prolifique sur cette rentrée printanière, puisqu'on va avoir déjà dans un premier temps une gamme de haut-parleurs actifs. Alors là, on est vraiment sur des haut-parleurs actifs alimentés en PoE. Et on a dans cette gamme donc 3 modèles. Alors l'idée ici, c'est bien évidemment d'avoir des haut-parleurs qui soient intégrés à l'écosystème Q6, et qui soit disponible directement dans le logiciel de conception, avec une modélisation, une courbe de réponse, hein, qui va permettre justement de s'assurer que les haut-parleurs sont exploités au mieux. Et puis le fait de pouvoir donc du coup avoir un HP qui s'alimente en PoE
C'est déploiement ultra simple puisqu'on a à nouveau un seul RJ45 qui gère le transport des informations et l'alimentation du produit. Donc on est ici sur un déploiement ultra simple. Alors on va avoir dans un premier temps ce modèle-ci qui est une barre de son avec des haut-parleurs 4 pouces, un haut-parleur aigu de 0,75 en design de voix et avec donc 2 puissances d'alimentation. Alors sur ce modèle-là, je n'ai pas encore exactement les puissances, sachant que si on l'alimente en PoE ou PoE+, on aura donc une puissance différente à chaque fois, forcément, hein, puisque si on lui envoie un peu plus de courant, elle sera capable de livrer un peu plus de puissance. On a ici une petite barre LED qui est assez intéressante parce qu'on va pouvoir la programmer aussi pour donner des informations. Donc par exemple, la salle est mute, ou le micro est mute, ou un appel entrant, ou voilà. Après c'est complètement personnalisable, aussi bien en fonctionnalité qu'en couleur. Et puis évidemment, cette petite barre de son, on va pouvoir l'utiliser en horizontal ou en vertical, suivant la disposition de la salle. On va pouvoir la mettre sous l'écran ou en mettre 2 de chaque côté. Après là c'est pareil, ça va être au choix. Et on a éventuellement un accessoire optionnel pour le disposer sur pied. Okay. Voilà, disponible en noir uniquement. Et puis après, on a 2 modèles, un suspendu et un plafonnier, qui vont partager globalement les mêmes caractéristiques, puisque c'est du 4 pouces dans les 2 cas. Et pareil, alimenté en PoE, PoE+. Là, on va être sur des puissances qui seront de 20 watts en PoE et 40 watts en PoE+. Voilà, donc on est sur quelque chose de raisonnable pour ce type de haut-parleur, surtout en 4 pouces, hein, et pour de la diffusion principalement en mode visio de parole. Donc le haut-parleur correspond tout à fait en caractéristiques. Alors le modèle suspendu est disponible en noir ou blanc, le modèle plafonnier uniquement en blanc. Voilà. Alors, tout ce que tu nous montres là, c'est spécifiquement un flux audio sur le réseau Q6 ? Oui, effectivement, c'est des haut-parleurs qui vont être, dont le signal va parvenir en QLAN et qui vont être effectivement directement intégrés en sortie, en tant que sortie dans un design Q6. Donc on n'aura même pas besoin d'utiliser les sorties du processeur. Complément idéal. Voilà, complément idéal de la solution, effectivement, puisque là, du coup, on n'a même plus besoin d'ampli. Enfin, en fait, on va squeezer un peu la partie amplification analogique haut-parleur passif pour remplacer ça par ces haut-parleurs-là et simplifier encore le déploiement, finalement, puisque, voilà, en termes de... Tout devient un périphérique, finalement. Le processeur est vraiment le cœur du système, et après, tous les éléments qui sont autour, que ce soit micro, puisqu'on sait qu'avec Shure, on a une gamme de micros en réseau assez étendue, et d'ailleurs, j'ai même une petite surprise pour je vois que c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini, effectivement. On va avoir, effectivement, la surprise, d'ailleurs, qui est là, qui est le premier micro disponible nativement dans l'écosystème Q6. Dingue. Avec un système multicapsule, comme beaucoup de ses congénères, hein, donc, qui va permettre d'avoir une couverture à 360 degrés, personnalisable, puisqu'on pourra faire 4 faisceaux, en l'occurrence. Une interface qui va permettre de gérer le micro sans contact, parce que c'est un peu dans l'air du temps avec malheureusement nos histoires de pandémie, alors même si ça se tasse un peu, plus ou moins, on va pouvoir effectivement gérer le mute ou le décrochage de la visio en mode sans contact, donc simplement avec un geste. Magique. On va avoir la synchro des appels avec le système QSC, donc on va pouvoir gérer effectivement le décrochage, raccrochage à partir du micro de l'appel entrant dans le soft de visio, que ce soit du Teams ou du Zoom. Après, on est compatible assez largement. Et puis, c'est un micro qui s'intègre aussi, hein, donc entièrement dans l'écosystème, donc qui va pouvoir être intégré dans une page de design et géré directement depuis le processeur. Alors voilà, ce micro ressemble à ça. Hein, donc on a ici les boutons de prise d'appel. On a cette barre de LED là qui va être aussi personnalisable. Hein, donc on pourra effectivement la découper par segment, changer la couleur et faire un peu ce qu'on veut, voire même la faire clignoter, par exemple, comme je disais, pour un appel entrant, très bien la faire clignoter. Ça s'alimente en PoE, c'est assez petit, hein, ça fait que 11 cm de diamètre, donc c'est pas énorme non plus. Et ça va permettre d'envisager des solutions ultra simplifiées comme celle-ci, puisque là, vous voyez qu'on a juste le processeur et le switch qui composent en fin de compte la structure de base. Et tout le reste, en fin de compte, sont des périphériques réseau. Hein. Donc la barre de son que je vous ai présentée tout à l'heure qui est ici, la caméra NC110 qui est la petite caméra, le plus petit modèle de caméra chez QSC, la dalle tactile et le micro sont des périphériques réseau. Donc là, en termes de déploiement, un quart d'heure. Ouais.
Écosystème Q6. Écosystème Q6 dans toute sa splendeur. Un quart d'heure de branchement et puis, on va dire, un petit peu de programmation quand même, parce qu'il faut bien évidemment quand même faire communiquer tout ça et puis faire en sorte que ça fasse du beau son. Hein, c'est quand même le but. Voilà. Mais en termes de mise en œuvre, en tout cas, c'est ultra simplifié. Après, voilà un autre exemple avec ici une salle un petit peu plus grande où on va avoir un système de présentation sans fil. Donc ici, on est entièrement en sans fil. Et on a donc 2 micros puisque la salle est un peu plus grande et on a choisi de renforcer un petit peu la barre de son avec un petit plafonnier en plus, histoire d'amener un petit peu plus de présence sur le fond de la salle et puis d'avoir 2 caméras pour pouvoir couvrir tout le monde dans la salle. Mais globalement, le principe reste le même. Hein. Tout ça, c'est du périphérique réseau qui se déploie très simplement. Super. On a aussi dans les nouveautés une notion de licence adaptative. Alors, on a vu là juste au préalable que j'utilisais un Core Nano ou un Core 8 Flex. Donc, ces machines-là sont les plus petits modèles de processeurs disponibles chez QSC. Au-dessus, on va avoir le Core 110, le 510 et le 5200. Mais ces 2 machines-là sont vraiment les machines d'entrée. Donc, on les destinait principalement à des applications petites à moyennes. Maintenant, on peut avoir besoin effectivement de trouver un intermédiaire entre ces 2 petites machines et le Core 110. Et QSC s'est dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer la puissance disponible dans ces machines de façon à permettre de faire plus de choses. Donc de s'adapter vraiment aux besoins. Donc c'est sous forme d'option. C'est sous forme d'option, et oui, exactement. Et donc on va avoir 2 options possibles. La licence collaboration qui va permettre d'étendre le nombre de canaux AEC, puisque de base on en a 8, donc on va pouvoir passer à 16. D'augmenter aussi le nombre de micros NMT1 qui vont pouvoir être pris en charge, puisque de base on a droit à 3, donc là on peut passer à 6. Et puis augmenter le nombre de canaux en réseau de 64 à 128 pour pouvoir accepter plus de périphériques audio connectés. La deuxième, donc ça c'est plus pour tout ce qui est communication unifiée, on va dire, tout ce qui est visio et applications équivalentes. Et puis on va avoir la licence commerciale qui, elle, va être plus adaptée à des systèmes d'appel, des systèmes de paging, public adresse, sur lesquels on va avoir besoin, par contre, de peut-être plus de périphériques, parce qu'on va avoir plus de points d'appel, donc des stations d'appel qui vont être disséminées un petit peu partout, réparties, grâce, pareil, à la connectivité réseau. Donc là, on va autoriser le passage de base, c'est 32, on va passer à 48 périphériques autorisés. Okay. Plus de canaux aussi de streaming multimédia, donc la possibilité de récupérer des flux. Donc là, on va aller jusqu'à 24 in, 24 out. Et puis, on augmente, pareil, donc la capacité de canaux audio en réseau QLAN AES67, donc on passe de 64 à nouveau à 128. Okay. Voilà, donc là, c'est plus pour des systèmes d'appel. Sans avoir besoin d'aller jusqu'au Core 110, on peut effectivement, à partir d'un Core Nano 8 Flex, déjà déployer des systèmes assez conséquents. Alors ça, c'est intéressant parce que je vois que tu vas nous présenter des nouveaux accessoires qui vont nous permettre justement de faire grossir notre nombre d'entrées-sorties réparties. Exactement. On a une nouvelle petite gamme. Alors jusqu'à présent, on avait l'IO 8 Flex qui comportait donc 8 ports Flex et on avait l'IO 22. QSC a choisi de renouveler un petit peu tout ça et puis de faire quelque chose peut-être de plus facilement exploitable. Et on a effectivement là des petits boîtiers. Alors ils sont au nombre de 6, 3 pour l'audio et 3 pour le contrôle, qui vont permettre de faire ça. Alors c'est des petits boîtiers quart de rack, alimentés en PoE aussi, puisque on va rester dans le simple, qui sont complètement natifs. Donc à nouveau, on va les retrouver dans l'inventaire, on va pouvoir les intégrer dans la page de design. Et on a 3 modèles pour l'audio. Alors donc, tout simplement, 2 in, 2 out, 4 in ou 4 out. Sachant que sur ces 2 modèles-là, qui sont les in et les 2 in, 2 out, on va retrouver bien évidemment entrée, niveau micro ou ligne, avec alimentation fantôme si on utilise du micro. Donc on pourra utiliser aussi les micros électrètes. Et une détection automatique des micros donc sur les entrées, si jamais on a besoin de surveiller si effectivement il y a un signal micro entrant. Okay. Et puis pour la partie contrôle, alors ça c'est un petit peu nouveau parce qu'on n'avait pas ce genre de périphérique jusqu'à présent dans la gamme. On les trouvait un petit peu disséminés, enfin surtout les GPIO, on les retrouvait disséminés sur différents produits, mais on n'avait pas de boîtier dédié. Et là, on va retrouver effectivement dans cette partie contrôle un boîtier pour l'infrarouge, donc qui va accepter la connexion de 1 émetteur et de 1 récepteur et 4 émetteurs. D'accord. Ce qui va même permettre de faire de l'apprentissage. Donc on va pouvoir apprendre les codes infrarouges
à notre système QSC et pouvoir les réutiliser a posteriori. D'accord. On va retrouver un boîtier pour les ports série, donc 4 ports série disponibles en déporté. Alors, ça comprendra effectivement du RS-232 et un des ports permettra d'être compatible aussi RS-422 ou 485. Version symétrique. Version symétrique, effectivement, pour avoir un petit peu plus de distance sur le câble qu'on utiliserait pour connecter l'équipement derrière. Et puis le dernier, donc ça va être le GP8x8, qui va être donc 8 GPI, 8 GPO sur un même boîtier, pour pouvoir connecter toutes sortes de choses. Alors des contacts secs de sécurité incendie, par exemple, qu'on pourrait récupérer, ou des boutons qui permettraient de d'émuler un petit peu un système de conférence, hein, puisque un bouton de prise de parole. Ça peut être aussi des contacts de cloison quand on a des salles modulaires. On a toujours un contact sec qui, quand on fait le découplage des cloisons, ça permet de récupérer l'information. Et là, le fait d'avoir le boîtier au format carte de rack, ça permet de l'intégrer au plus près justement de ce petit contact, et puis après de partir en réseau. Et de s'affranchir de toute difficulté de distance, hein, puisque là, on part sur du 100 mètres entre cet équipement-là et le switch. Donc déjà, ça permet 100 mètres, ça fait de la distance. C'est sûr. Autre avantage, du coup, c'est qu'on va avoir donc inclus un accessoire de montage donc de surface, qui va permettre de le fixer un petit peu où on veut. Et en option, on aura donc un kit de montage en rack qui permettra de coupler 4 QIO dans un format rack induit. Voilà, donc plutôt pratique si on a besoin. Et puis en termes d'alimentation, on va pouvoir donc soit les alimenter individuellement en PoE, comme je l'ai déjà dit, ou alors utiliser une alimentation optionnelle et du coup les cascader. Oui, si on veut économiser. Si on veut économiser, exactement. Ou si effectivement on est dans un rack, à la limite, on a des sources d'alimentation juste à côté. Voilà, autant potentiellement les utiliser comme ça. Alors on a un petit exemple ici d'utilisation un petit peu plus haut. Voilà, on va pas non plus. Voilà, si vous avez des questions de toute façon là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. La gamme étant toute nouvelle, on pourra aussi vous donner des informations. Et puis pour finir sur QSC, on a une gamme de haut-parleurs d'extérieur. Alors ça, c'est complètement nouveau. Jusqu'à présent, on n'avait pas ce genre de choses. On avait des haut-parleurs qui étaient normés IP54, donc qui pouvaient résister quand même à une certaine exposition, mais en mode couvert, sous au vent, mais pas en direct comme ça. Et là, l'idée, c'est de faire des haut-parleurs qui soient donc résistants aux intempéries, hein, puisqu'on est vraiment, je crois que c'est IP67, ils doivent être IP67, il me semble. Résistants aux impacts aussi, parce que qui dit haut-parleur extérieur dit potentiellement possibilité de choc ou de... Hein, donc voilà, on a ici un exemple type avec un petit diable en patin à roulettes qui va forcément arriver dedans. Et tout en ayant des haut-parleurs qui soient complètement intégrés à nouveau avec l'écosystème. Donc là, ils sont aussi disponibles dans l'inventaire. Ils ont leur propre courbe de réponse en fréquence, hein, donc l'intrinsic correction que QSC fournit avec tous les haut-parleurs. Et on a donc 3 modèles. 2 modèles donc, avec une puissance de 60 watts sous 16 ou ligne 100 volts. Un avec une couverture à 180 degrés, l'autre avec une couverture à 360. Et puis, histoire d'appuyer un petit peu tout ça, parce que là, on est en extérieur, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire la fête et envoyer un peu, on a un petit sub qui fait 120 watts sous 16 ou, pareil, ligne 100 volts, qui va renforcer un petit peu les basses pour ces 2 haut-parleurs d'extérieur. Histoire de faire vibrer un peu les maillots de bain. Voilà, exactement, autour de la piscine. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, ouais. Pour l'apéro, c'est parfait. Et puis donc, vous voyez, hein, le design de ces haut-parleurs, ça ressemble à une borne qu'on retrouve souvent en extérieur, un poteau, quoi, je dirais. C'est les haut-parleurs, c'est vos poteaux, les haut-parleurs. Voilà, donc pour QSC, on a fait à petit peu près le tour. Je te propose de parler un petit peu de ce qu'on a chez Allen, puisque chez Allen, on a aussi des choses intéressantes, hein, effectivement. Paf, voilà. Alors, chez Allen, effectivement, vous aviez peut-être certains d'entre vous déjà découvert la matrice AHM64, la grande sœur. Et on a maintenant la déclinaison qui arrive, la 16 et la 32. Merci. Alors, vous voyez, tout d'abord, ce qu'on repère sur la face avant, il y a quand même quelque chose de nouveau qu'on hérite en fait de la gamme historique IDR, qui était déjà équipée avec des boutons et quelques petits contrôles simplifiés sur la face avant. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet, sur des petites installations, ça peut être
derrière un comptoir de bar, un restaurant, des fois, contrôle direct. Il n'y a pas forcément besoin de faire des interfaces hyper compliquées avec des écrans tactiles, des choses complexes et coûteuses. Donc, des fois, quelques petits boutons et un petit afficheur intégré, c'est bien pratique. D'accord. Donc là, en fait, avec ça, on peut faire la sélection de zone. Effectivement, là, on a un petit exemple. On va pouvoir effectivement sélectionner un preset, sélectionner une source et puis régler faire un réglage de niveau. Les niveaux par zone, par exemple. Ah oui, donc très pratique, effectivement, pour un bar. Voilà. C'est tout à fait adéquat. Avec 4 petits switches sur la petite version et un petit peu plus sur la version 32. D'accord. Donc ça c'est bien sympathique. Sinon pour le reste des caractéristiques, on va les retrouver un petit peu ici en comparaison justement de notre HM64. Voilà. Donc en termes d'entrée-sortie, on commence sur une 8.8 avec la 16, 12 entrées, 12 sorties sur la 32. Le processing, c'est donc, comme son nom l'indique, 16 voies d'entrée, 16 bus de sortie, tout ça avec un processing complet de voies d'entrée, de l'équivalent d'une console haut de gamme de chez Allen. Donc c'est vraiment... oui, parce que le moteur audio reste commun. Un processing plus que sérieux et conséquent, genre des paramétriques 8 bandes sur toutes les entrées, toutes les sorties, enfin des choses assez... déjà bien pro. Quoi. Grosse trousse à outils. Si on veut faire du son... c'est vraiment des machines intéressantes. Donc 16 par 16, 32 par 32. La possibilité quand même de mettre une carte optionnelle pour faire du S-Link. Alors le S-Link, c'est le format propriétaire Allen Ennis qui va nous permettre de nous connecter en natif. Pour avoir tous les petits racks déportés, c'est ça? Voilà, tout l'écosystème d'entrée-sortie Allen Ennis, on va être capable effectivement de les adresser avec ce bus S-Link, donc très intéressant. Donc ça c'était intégré dans la détails un peu après les boîtiers en question d'ailleurs. On va en voir en tout cas quelques-uns, les plus utilisés. Et puis, on a aussi un slot pour recevoir une carte, une carte audio optionnelle. On va voir lesquelles par la suite, évidemment, tout ce qui va être Dante, etc. On pourra étendre un peu les capacités. Voilà, si on veut aller dialoguer avec le reste du monde. Les touches, on en a parlé. Donc des GPIO qui sont intégrés malgré tout, 2 entrées, 2 sorties. Donc ça permet de démarrer à faire effectivement du contrôle simple contact sec. Mais on va voir qu'on pourra aussi bénéficier des petits boîtiers GPIO en réseau, également PoE de l'écosystème existant déjà sur l'écosystème des consoles et avec la HM64. Ah oui, c'est ce qu'on voit un peu en dessous, les petits contrôleurs IP aussi qui sont dispo. Tout à fait. Donc les petits contrôleurs IP, on va les apercevoir dans un instant. Donc c'est toutes ces petites télécommandes murales ou ces bacs de fader, etc. qu'on peut rajouter sur ce système-là. Donc ça c'est assez versatile. Ça permet justement de donner facilement et en physique un contrôle à des exploitants. C'est souvent demandé d'avoir justement des faders pour pouvoir gérer un petit peu les niveaux. De fabriquer des petites consoles simplifiées, des choses comme ça, pour des gens qui ne sont pas forcément des ingé-sons, mais qui ont besoin quand même de régler... sentir les choses. De régler quand même quelques micros, etc., ou quelques sources. Voilà, absolument. On pourra faire malgré tout des profils utilisateurs, donc ça c'est intéressant parce qu'on pourra fabriquer des interfaces utilisateurs selon justement le profil. D'accord, un régisseur ou un simple exploitant. C'est vraiment intéressant, voilà, absolument. Et sur le modèle milieu de gamme, la version 32, on pourra bénéficier aussi de la carte AEC qui permet quand même de gérer 12 entrées. D'accord, qui était déjà existante sur la 64. Voilà, absolument. Donc un petit package. Donc la HM64 était déjà intéressant au regard de son prix par rapport à sa grosse capacité. Donc là, on imagine qu'effectivement, en termes de tarifs, ça va se positionner de manière encore plus accessible. Pour des petites moyennes installs. Du coup, c'est vraiment un produit qui va être tout à fait adapté. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est les fameuses cartes optionnelles. Voilà les différentes cartes. J'ai mon Pocket qui s'en va. Hop, je le raccroche. Les différentes cartes Dante, Dante en 64 canaux, d'entrée-sortie. Ça peut faire du Dante à 96 ou à 48. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, sur toute la gamme Allen, on gère le Dante en 96 kg. On peut effectivement, tout à fait. C'est intéressant. La carte S-Link, donc pour les fameux boîtiers. Voilà, l'écosystème effectivement Allen Ennis, et puis des formats qui peuvent parfois être un petit peu peut-être plus rares en install fixe, mais qui peuvent donner des idées pour aller vers des... pour s'ouvrir sur le broadcast. Sur le broadcast, des choses comme ça. Effectivement, le MADI, c'est quand même un standard très utilisé. Et puis un petit peu plus là pour les gens véritablement du son, la possibilité en Waves
d'intégrer par exemple un serveur d'effets Waves pour les plus téméraires. La ferme plugin. Voilà. Alors un petit exemple en termes de déploiement par rapport aux boîtiers audio, donc deux situations. À gauche, les boîtiers DX, donc eux c'est véritablement de la technologie Allen-Ennis. Donc là c'est S-Link. C'est effectivement un protocole qui va se brancher sur effectivement l'entrée S-Link optionnelle de notre matrice. Donc là, on a même la possibilité d'utiliser un hub qui permet de partir en étoile vers plein de directions. D'accord, ah oui, donc c'est quand même assez avec à assez chaque souple. fois, voilà, sur chaque branche, on va pouvoir cumuler, désenchaîner 2 blocs de 16 entrées jusqu'à 16 entrées, 16 sorties pour totaliser 32 par 32 sur chacune des branches. Donc c'est quand même assez énorme déjà comme déploiement ce qu'on peut faire avec ces petits boîtiers. Donc là, des théâtres ou des grands auditoriums. Les gens qui ont besoin, par exemple, effectivement, avec une géométrie un peu variable, de raffecter des entrées-sorties par-ci par-là selon les besoins de telle exposition ou telle prestation. Ça peut être assez intéressant. Et puis, à l'inverse, si on a le besoin de passer à travers une infrastructure réseau, à travers des switches, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de le faire en Dante. Donc, une carte Dante dans la machine, des boîtiers Dante à distance, qu'on va pouvoir bien sûr piloter à distance en termes de gain micro, des lignes fantômes, etc. Donc finalement, plein de possibilités de déploiement audio avec malgré tout ces petites matrices. En termes de contrôle, également, on bénéficie un petit peu de tout cet écosystème Allen-Ennis qu'on a sur les consoles et sur la HM64, à savoir donc les GPIO, des petits boîtiers en PoE qu'on va pouvoir répartir sur le réseau là où on a besoin. La possibilité de fabriquer des interfaces sur mesure sur des smartphones, des tablettes, des PC et des Mac. Donc ça, c'est très intéressant. Donc lié au profil utilisateur, mais lié aussi à différents scénarios d'utilisation. On pourra avoir différentes interfaces qui sont avec des contrôles différents à chaque fois, voilà, puisque en utilisant les profils, on peut aller assez loin et c'est assez facile à faire. C'est ça qui est intéressant. Et puis, les petites télécommandes physiques, donc nos fameux bacs de fader motorisés, ou des petites télécommandes encastrables qui vont nous permettre de sélectionner les sources, un petit peu comme on l'a vu sur la face avant tout à l'heure, l'équivalent de la face avant de la machine, mais qu'on peut déployer partout dans chaque salle, par exemple, pour aller sélectionner les sources, régler le niveau, rappeler un preset, etc. Voilà. Et bien évidemment, ces matrices sont pilotables aussi en IP. Donc évidemment, depuis un automate, on va pouvoir leur envoyer des instructions et en recevoir. Et puis, bien évidemment, le logiciel qui permettra, par exemple, à un exploitant, un directeur technique de salle, par exemple, évidemment, de prendre la main sur le système pour aller paramétrer tout ce qu'il faut, faire du routing, ajuster l'audio, le processing, etc. Donc plein de solutions de contrôle. Voilà, en termes de traitement, donc on a parlé, effectivement, il y a un processing complet sur toutes les voies d'entrée, toutes les voies de sortie, donc quelque chose de conséquent et très, très, très pro. La possibilité de faire du mixage automatique. La possibilité de compenser le bruit ambiant. Donc là, l'idée, c'est qu'on met un microphone dans la salle et puis on mesure effectivement le niveau général et du coup, ça nous permet d'adapter notre niveau de diffusion en fonction de ce niveau mesuré, absolument. Des voies prioritaires pour faire du paging, effectivement, des systèmes d'appel, etc. Et puis, très intéressant aussi, la possibilité de faire du processing audio sur les enceintes. Donc, tout ce qui est traitement de la diffusion, l'équivalent vraiment d'un processeur de diffusion autonome, avec tout ce qui va bien, les filtres, les délais, les égalisations, limiteurs, etc. D'accord, donc très complet. Donc, quelque chose de très sérieux qui permettrait d'alimenter même des gros systèmes, multivoix, etc. Je vois que tu as un petit... La lecture de fichiers audio, donc aussi, on peut du coup télécharger des fichiers dans la machine, c'est stocké dans la machine, on a quelques gigas pour ça, et puis on a également la possibilité de planifier des événements, donc à telle heure de la semaine ou telle heure de la journée, de déclencher un événement, de par exemple lire tel fichier son, ou voir rappeler un preset. Rappeler un preset, tout à fait, absolument. Si on veut, on a besoin de commuter un routing, d'activer une nouvelle zone de diffusion, par exemple, on peut le faire avec cette petite machine. Donc voilà, quelque chose d'assez complet déjà. Voilà, donc c'est surtout facile et rapide à déployer.
Il n'y a pas besoin effectivement de faire des grandes écoles pour utiliser cette machine. C'est vraiment assez intuitif. Et puis, on bénéficie bien sûr de l'écosystème Allen Ennis, à la fois en termes de déploiement audio, la possibilité aussi de s'interconnecter sur les consoles avec ce fameux port S-Link. Donc ça, c'est très intéressant. De la Ventis ou même une SQ, vous pouvez, les installations, vous pouvez récupérer le flux de la console. Donc, pour tous ces espaces qui sont un petit peu pluridisciplinaires, comme ça, où de temps en temps, il y a un petit peu de concert, mais pas toujours. Donc, du coup, d'avoir la matrice en backup pour tous les jours et puis de pouvoir connecter une console le jour J, c'est pas mal aussi. Tous les espaces polyvalents, c'est royal. C'est exactement ce qu'il faut. Et puis évidemment, toutes ces vastes possibilités de contrôle qu'on a aperçues, qui restent assez simples à mettre en œuvre aussi, pour faire les écrans, sur les smartphones, etc. Donc ça, c'est une solution complète. Ouais, donc cette petite gamme est très intéressante et s'étoffe voilà. de façon sympathique. Absolument. Et ben voilà, écoute, c'était pas mal oui, pour ce printemps. Pour cette rentrée printanière, c'est plutôt plein de bonnes petites nouveautés. Voilà, donc on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Et puis, on vous dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, que ce soit Bruno ou moi ou tous nos collègues qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. Et puis, à très bientôt.